C'est un peu drôle quand même que tu dises je voulais être aussi imperceptible que possible quand tu es arrivé en France, parce que imperceptible, si tu l'entends littéralement, ça veut dire qu'on ne te voit pas. Alors, donc tu voulais qu'on ne te voit pas en tant qu'étrangère. Je voulais m'introduire, être là, ne pas être aperçue comme différente, surtout ne pas déranger l'ordre des choses, ne pas me rendre susceptible à être rejetée ou expulsée. Comment est-ce que cette idée t'est venue de l'intrusion que doit porter l'étranger avec lui? Ça m'est venu à cause de ce dont on parlait tout à l'heure à propos des histoires de double injonction comme ça devant l'étranger, parce que quand un jour on m'a demandé d'écrire quelque chose au sujet de l'étrangeté ou du fait d'être étranger, ma première réaction était quand même de me dégager de la convention, disons, de l'accueil de l'étranger. On est d'accord sur la nécessité d'accueillir l'étranger, ou même, c'est ça qu'on veut. Mais il y a justement une manière d'insister, je dirais presque de normaliser aussi, de faire une norme de l'accueil de l'étranger, l'accueil des différences, le respect de l'autre, etc., qui aboutit à faire comme s'il n'y avait aucune étrangeté. C'est comme si on voulait faire semblant qu'un noir n'est pas noir. Et donc, je me suis dit, à ce moment-là, je voudrais bien arriver à dire ce qui, dans l'étranger, doit être étranger, ou sinon il n'est pas étranger. Lorsque tu écris, il faut qu'il y ait de l'intrus dans l'étranger. À qui ça s'adresse? Est-ce que c'est à celui qui accueille l'étranger ou à l'étranger? D'abord, évidemment, je pense à celui qui, comme tu dis, qui accueille. C'est-à-dire même c'est une façon de se demander c'est quoi accueillir. Si on veut que l'accueil aboutisse à une assimilation, ben voilà, c'est un des mots qu'on a employé dans le rapport avec les étrangers, les immigrés. Et il y avait aussi souvent, on disait que le concept américain, c'était melting pot. Bon. Or, je ne sais plus comment on différencie maintenant intégration et assimilation, par exemple. Mais ce que je sais, c'est que tout le discours de l'accueil des différences, qui vise à une sorte d'effacement des différences, qui vise à faire un peu ce que tu visais avec te rendre imperceptible, c'est-à-dire quand je vois pas les différences, il se heurte au fait que les différences subsistent parce qu'il n'y a plus de pôle d'assimilation ou d'intégration fort. Donc je veux dire, c'est une question de comment penser au-delà de ces modèles qui ne vont plus. J'ai le sentiment, puis on le dit quelquefois, que la France est un pays qui peut particulièrement faire se sentir intrus. Parce qu'un pays avec une identité forte, avec un comportement ou une mentalité arrogante, comme on nous le dit souvent. Je ne suis pas du tout sûre de ça. Toi, tu as cette impression? Parce qu'en même temps... Si j'ai l'impression d'être arrogant. Non, oui, sérieusement, d'une certaine façon, oui, parce que souvent, je me dis que quand un Français, quand des Français donnent des leçons au reste du monde d'assimilation, d'intégration, les Français disent ça du haut d'une identité forte, incontestablement forte, assurée, peut-être maintenant elle est moins forte que, je sais pas, qu'il y a un siècle, mais qui est forte, et qui est bâtie par des siècles de domination, d'États très centralisés et très forts, et qui a provoqué l'intégration d'un ensemble de provinces françaises, de langues, de cultures, etc., par des guerres. Est-ce qu'il ne te semble pas que ce qu'on appelle l'Europe de Schengen, c'est-à-dire une Europe finalement bien fermée à l'extérieur, ne suscite justement pas, comment dire, le passage clandestin ou intrusif à l'intérieur? Parce que il est difficile de s'introduire autrement que par l'intrusion.
Bien sûr, je crois même que l'intrusion, elle est produite justement par une homogénéisation et par une immunisation forte. Et que c'est non seulement quelque chose lié à l'Europe de Schengen, mais quelque chose qui est lié à toute une civilisation qui est quand même une civilisation de l'homogénéisation et qui a tendu à homogénéiser le monde. Tu vois bien, la mondialisation, on en parle toujours de deux manières, ou bien en termes d'homogénéisation triste, ou bien en termes de joyeuse hétérogénéité. Et l'une contredit l'autre. Bon, et l'intrusion, c'est vraiment... regarde, les gens de Sangatte, c'est des gens qui sont exclus et de l'Europe de Schengen, parce que certains sont des Européens de hors Schengen, et d'autres viennent de très loin dans le monde. Et c'est des gens qui demandent à rentrer dans l'espace homogène et qui espèrent en même temps pouvoir y garder ce qu'on appelle une identité, mais une identité qui devrait pouvoir ne pas se poser comme intruse, donc hétérogène dans l'homogène quand même. C'est-à-dire qu'il arrive quelque chose à l'homogénéité lorsque l'intrus s'introduit. Qu'est-ce qui se passe Quand il y a une intrusion, il y a du désordre, il y a de la secousse et il y a de la menace. Un intrus est toujours menaçant, non? Je sais pas, le mot intrus, ça renvoie tout de suite à une forme de menace. Et tu sais, j'ai remarqué que le mot intrusion est souvent employé par des psychanalystes pour dire des phénomènes qui surgissent dans la conscience, dans l'esprit de quelqu'un de façon violente, menaçante, même hallucinatoire, et il appelle ça des intrusions. C'est de l'intrusion de l'autre en soi. Mais en même temps, ce qui se manifeste là de manière pathologique, c'est aussi la même chose qui peut être une étrangeté à moi-même, en moi, justement quelque chose que je ne pourrais même pas dire un autre, mais le fait qu'il y ait de l'autre. Et ça n'est pas du tout pathologique, c'est ce qu'on ne peut pas identifier. Donc, que si penser c'est toujours identifier, alors ça on ne peut pas le penser. C'est la limite, c'est justement la limite de l'identité, mais il n'y a d'identité que moyennant aussi quelque chose de cette intrusion. Parce qu'une identité qui est pleine, qui est consistante, et qui justement ne peut plus admettre aucune intrusion, elle est aussi stupide, fermée, colmatée. Oui, Pierre. Ouais. Il faut qu'il y ait de l'autre, mais en même temps, il faut qu'il y ait aussi une espèce de rejet de l'autre, non? Oui, de même qu'il faut qu'il y ait acceptation et rejet, et non pas acceptation du rejet. Et de même, on pourrait dire des voix. Si quelqu'un entend des voix, ça peut être la folie ou le génie, je sais pas. Non, mais tu vois, sans vouloir faire dans le romantisme du génie, il y a quelque chose de vrai qui a cherché à se dire, à savoir que c'est toujours une autre voix qui parle à travers notre voix, quand on dit vraiment quelque chose. Quand tu dis il faut qu'il y ait de l'intrus dans l'étranger, quand je l'entends comme un appel. Quelque chose qui dit viens, mais viens quand viens étranger, mais viens quand je m'attends pas et surprends-moi. C'est vrai, Sophie, mais c'est un appel impossible, parce que si je te dis surprends-moi, tu peux me surprendre en répondant pas à cette demande-là. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de la surprise, il ne faut pas que j'attende d'être surprise. Voilà, mais alors au moment où on n'attend pas, alors on n'accepte pas non plus. Donc on est irrité, dérangé. Oui, donc voilà.
Non, on ne peut pas sortir de cette difficulté-là. On est dérangé, mais en même temps, quelque chose arrive qui nous permet de devenir autre. Oui, mais justement, ça, c'est vraiment ce qu'on ne peut pas vouloir. C'est un peu comme dans... C'est un peu, je pense, comme dans la vie. Moi, je suis toujours extrêmement frappé par le fait que tout ce qui m'est arrivé d'important, je veux dire, qui a déterminé choses importantes dans ma vie, bien entendu, c'est arrivé sans que je l'ai prévu. J'ai jamais rien prévu, je dirais, même pas le métier que je fais. Non, c'est vrai. Ça vient toujours d'ailleurs. Vous savez dans combien de temps on arrive? Pardon? Est-ce que vous savez dans combien de temps on arrive? Ah oui, dans combien de temps? Ah ben, dans 10 minutes. Déjà. C'était rapide et agréable. Ouais, un peu long quand même, non?